Bonjour et bienvenue sur le podcast Banous, le podcast du marketing et de la com digitale. Banous est un podcast sans sponsoring qui ne repose que sur l'intérêt que l'on porte à nos invités. Seul ou à plusieurs, nous essayons d'approfondir avec un invité un sujet digital de manière pratique et totalement agnostique. N'oubliez pas, votre aide nous est précieuse. En likant, en partageant, en mettant 5 étoiles sur iTunes, vous nous aidez à développer ce side project. Bonne écoute. Bonjour Guillaume. Salut Laurent. Écoute, merci beaucoup de participer à cet épisode de Banous sur le travel. Je suis super content de te rencontrer. Tout d'abord, on va commencer par la question rituelle qui enquiquine tout le monde. Mais est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? Oui, bien sûr. Alors, ça m'enquiquine pas du tout de me présenter. Il faut juste que je le fasse assez rapidement. Je m'appelle Guillaume Rostand, j'ai 38 ans. Aujourd'hui, je suis CMO de Liligo, le comparateur de vol. Et globalement, toute ma carrière a été autour du e-commerce, du digital. Et depuis, ça doit faire 12 ans bientôt que je suis CMO de ce genre de boîte. Pour compléter, j'habite à Barcelone depuis 8 ans. J'ai cette chance. Et j'ai comme activité extrascolaire de m'occuper de la French Tech pour Barcelone, ce qui est un engagement qui m'amuse beaucoup et qui m'occupe pas mal. Écoute, super. Alors, le thème de l'émission, c'est le travel. Ouais. Est-ce que tu peux commencer par faire un panorama de ce marché ? Alors, le travel, bien sûr. Le travel, c'est d'abord, c'est l'un des premiers marchés du e-commerce qui a été créé. Il y a 2 marchés principaux. C'était le porno et le travel. Parce que fondamentalement, il n'y a pas de problématique de logistique, c'est vendre des billets d'avion. Donc c'était très très évident, très très adapté à Internet, quand Internet est venu révolutionner nos vies il y a maintenant 20-25 ans. Aussi parce que depuis les années 80, la télématique, sur l'émission des billets, il y avait déjà une structure sous-jacente de capacité à émettre des billets à distance. Donc en fait, Internet a été une surcouche, ça a évidemment révolutionné le domaine, mais il y avait déjà des fondamentaux. Et aujourd'hui, pourquoi je dis ça ? C'est parce que 25 ans plus tard, c'est un des marchés les plus matures. Un très gros marché, rien que pour l'aérien, c'est 300 milliards de dollars par an. Alors c'est 300 milliards de dollars l'aérien, donc le digital en fait vraiment la plus grosse partie maintenant. Et ça veut dire qu'on a vu la concentration de plus gros acteurs. Aujourd'hui, le travel digital, c'est quand même tenu par 2 géants américains qui sont Booking et Expedia. Il y a quelques gros groupes mondiaux, Ctrip chinois et eDreams ODIGEO en Europe. Mais on peut dire que c'est un marché qui maintenant est arrivé à maturité. À l'intérieur de la maturité, elle vient non seulement du fait que les acteurs dominants, Expedia, Booking, se sont structurés, sont mis à acheter beaucoup de sociétés. On peut rajouter TripAdvisor dedans, et donc on montait des barrières à l'entrée sur le travel digital. Et un exemple, c'est que le dernier gros du secteur, c'est Airbnb. Et Airbnb, on peut dire qu'il est arrivé à une certaine maturité il y a déjà un certain temps. Ça date de 2008, mais à partir de 2012, c'était déjà très gros. Donc le dernier gros player qui a émergé, c'était déjà il y a quasiment 10 ans qu'il est devenu gros. Après, le travel digital, il y a encore il y a tous les acteurs historiques, traditionnels, dont on peut dire qu'ils ont achevé leur transformation digitale. Un mot très à la mode. Ils ont encore beaucoup de choses à faire, mais on peut parler des groupes des TO, des tour opérateurs comme TUI, qui sont maintenant devenus extrêmement digitales parce que c'est devenu une histoire de vie ou de mort de continuer d'arriver à se digitaliser. Et puis les hôteliers comme Accor, comme les groupes Marriott ou les compagnies aériennes, Air France, et tous ces groupes-là qui ont mis plus de temps, donc qui étaient vraiment dans le service traditionnel, vraiment plus d'opérer des hôtels et d'opérer des vols, qui ont compris il y a déjà quelques années, mais qui aujourd'hui sont vraiment matures sur le sujet, que leurs clients, non seulement ils étaient sur Internet, mais qu'en plus, il fallait qu'ils aillent les conquérir. Pendant très longtemps, et ça a fait la fortune de tous les intermédiaires, typiquement ce qu'on appelle les ETA, Online Travel Agency, ou les plateformes de réservation d'hôtels, ils ont fait des fortunes parce que on va dire que celui qui délivre le service était pas capable de remonter la chaîne.
Et ça, ça a tendance comment dire, ça a tendance, je dirais pas à disparaître, mais voilà, les producteurs sont de plus en plus capables, et aujourd'hui très mûrs, d'être aussi des commercialisateurs. Et Google, alors, dans l'affaire? Alors, j'ai un peu fait exprès de pas citer Google, parce que je savais qu'on allait y passer pas mal de temps. Et le panorama que je t'ai dressé, c'était jusqu'à il y a peu de temps. Alors évidemment, 2 choses sur Google. Un, c'est grâce à Google que Booking, Expedia, même Liligo, tous ces groupes, toutes ces boîtes se sont créées et se sont développées à cause du mix SEO et SEM, évidemment. Maintenant, c'est vrai que on voit, alors Google a décidé d'attaquer frontalement le marché du travel il y a déjà quelques années, mais très progressivement. Et aujourd'hui, clairement, ils sont en train d'appliquer ce qu'ils ont voulu faire dans beaucoup d'autres marchés, c'est-à-dire, si ce n'est faire disparaître, au moins vraiment affaiblir énormément les intermédiaires. Alors, un moteur de comparaison de prix comme Liligo, c'est un intermédiaire. Booking.com, c'est un intermédiaire. Et ils continuent cette logique de cut de middleman. Et je pense qu'on va revenir là-dessus pas mal. Pour parler du phénomène du zéro clic, c'est quelque chose qui nous impacte relativement peu, encore aujourd'hui, notamment pour tout ce qui est les snippets avec des informations. Bon, certes, ça nous coupe du trafic comme quelle est la taille des bagages autorisés, ce genre de choses, mais on peut aussi remonter sur ces requêtes en optimisant notre code. Maintenant, on va parler de Google Flight, en fait, de Google Flight et de Book with Google. Et là, effectivement, on est dans une période extrêmement, je dirais, à la fois un peu fébrile de la part des acteurs comme nous et très attentiste de ce que va faire Google. Parce que fondamentalement, le Book with Google, il a pour objectif d'envoyer le trafic et les réservations directement sur le site de l'hôtelier. Book with Google, c'est la partie hôtelier. Et Google Flight Search a fondamentalement pour objectif au départ d'aller vraiment rediriger le trafic vers les compagnies aériennes et donc faire disparaître les comparateurs. Pourquoi pas les online travel agencies. La réalité, c'est que c'est pas encore aussi prégnant, mais c'est une vraie menace pour nous, ouais. Parce que effectivement, ça casse évidemment notre business model, ouais. Et ça nous prend une grosse partie du trafic. Je reviens sur ce que je disais, c'est-à-dire que nous, on a quand même vécu grâce à Google, parce que si on n'avait pas de SEO, on serait pas rentable. Et que c'est parce qu'on est capable de capter un assez gros pourcentage de trafic en SEO qu'on est capable d'investir en SEM. Ouais. Donc tout ça reste sur Google. Donc on est en fait par nature Google dépendant. Et si Google ne nous laisse plus que le SEM et nous enlève le SEO, eh ben ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué de pivoter parce qu'en fait l'image que j'utilise c'est que nous on a monté notre maison sur un terrain qui appartiennent à Google. Et alors, on est arrivé, on a commencé à installer, on a dit à Google, on peut s'installer. Google nous dit, ouais, installe-toi, c'est gratuit, je te ferai jamais payer. Puis, il a commencé à nous faire payer un petit peu, puis un petit peu. Puis, du jour au lendemain, il dit, maintenant, le loyer, c'est tant. Ou tu dégages. Et donc, je suis assez attentiste parce que je pense que Google connaît aussi les risques pour tout ce qui est loi anticoncurrentielle. La Commission européenne connaît les risques, mais ils ont de très grosses ambitions. Maintenant, ce qui me rassure ou ce que j'attends de voir, c'est comme dans beaucoup d'autres verticaux, je pense que Google Plus est le meilleur exemple de ça. Exactement. Ouais. Ils n'ont pas forcément réussi à pérenniser tous leurs produits. Alors, tu vois Google Maps, où ils ont pérennisé, ils ont réussi à tuer tout le monde, soit en faisant disparaître des acteurs comme Mappy, soit en rachetant des acteurs comme Waze. Sur le voyage, malgré tout, c'est un métier assez technique et il reste un doute sur la capacité à opérer. Et au-delà même de ce doute sur la capacité à opérer et à proposer un bon produit, le chiffre d'affaires généré par Booking tout seul, il y a des bruits qui courent, mais c'est pas loin de 2 milliards. D'accord, ouais, c'est gigantesque. Et là, c'est un acteur, c'est le groupe Priceline. Donc, imagine les centaines d'acteurs du travel. Et il faut quand même que dans leurs calculs, ils s'y retrouvent à un moment donné en se disant, mais est-ce que les airlines demain vont nous générer un tel niveau de profit? Donc, c'est un peu un moment où ils disent, on peut être un peu prédateur.
récupérer toutes les requêtes, tout le trafic pour nous. Mais où est-ce qu'on trouve le modèle économique là-dedans? Néanmoins, il y a comme une sorte de dogme, t'as l'impression, une approche de dire ce marché-là, on va l'attaquer. On est à l'abri de rien en fait aujourd'hui. Ouais. On n'est ni à l'abri qui disent finalement on va réduire la taille et la place de nos propres produits sur ces requêtes, ou alors ils peuvent dire non, à partir de maintenant, tu tapes n'importe quelle requête qui est liée au voyage. Tu as du Google, du haut en bas. Et les applications mobiles, est-ce que ça peut être une porte de sortie pour vous? Je veux dire de passer de Google dépendant à Apple dépendant. Exactement. De toute façon, on a tous une dépendance. Oui et non, parce que mine de rien, le trajet de l'internaute reste... Tant que le trajet de l'internaute, c'est je veux partir à Barcelone pour un week-end et qu'il ouvre Chrome, qui est 60 à 70% du trafic, qui l'ouvre sur un ordi, sur une tablette, sur un desktop, un mobile, il ouvre Chrome ou Safari. Il va sur Google. Ouais. Et là, il a les produits qu'on lui propose. Certains acteurs ont très bien réussi leurs apps et leur stratégie d'acquisition d'apps, mais ils ont, on va dire, et pour pas le nommer, il y a Skyscanner dans notre marché. Je dis ça parce que c'est un concurrent, donc mais je vais le citer parce que c'est à la fois un concurrent et à la fois quelqu'un qui est beaucoup plus gros que nous. Eux, ils ont vraiment réussi, mais à une époque où la capacité à générer de l'install de l'install gratuit, du free download, était beaucoup plus importante qu'aujourd'hui. Au même titre que quand j'ai vu arriver, ce qui m'a fait halluciner, les Apple Ads sur l'App Store, il y a 1 an et demi, un truc comme ça, je me suis dit, oh la vache, ils ont osé quoi. C'est-à-dire que tu tapes l'Inigo sur l'Apple Store, tu peux tomber sur l'appli Expedia en première position. Genre, mais on n'a pas de scrupules, pas de répit. Et franchement, tu peux avoir, c'est même pas éthiquement ni moralement, mais c'est juste assez choquant, je trouve, intellectuellement presque, uniquement, sans avoir de vertu derrière. Et donc, malheureusement, si ça a été possible au moment où le download était gratuit, où il était quasiment l'équivalent du SEO en termes de volume, aujourd'hui, c'est à mon avis complètement impossible. Le marché est saturé, sursaturé, je sais pas combien il y a de milliards ou de dizaines de millions d'apps et qui se créent tous les jours, et du coup, très difficile d'en refaire un modèle économique. Et dans l'usage en soi, à condition que 90% des gens qui normalement iraient aller sur Google choisissent une de leurs apps de travel, sauf à avoir ça, c'est pas possible. Est-ce que toi, tu vois quand même une évolution positive du marché? Une porte de sortie? Je vois. Alors, nous, on a quand même vu des premiers effets négatifs. C'est-à-dire, si on peut parler techniquement, quand tu as des average positions qui sont restés stables d'une année à l'autre, pour pas dire year over year, mais tu l'as senti, hein, il était pas loin, les CTR baissent. Ce qui peut être lié à la fois au fait que le trafic bouge vers le mobile, mais aussi au fait que les displays AdWords, et je parle en SEO beaucoup, que les displays, que le display sur les pages de résultats poussait vers le bas les premiers liens naturels. Ça, c'est l'effet de Google Flat Search. Et clairement, il y a des queries, il y a des keywords sur lesquels on est à moins 30%, quasiment year over year, de CTR. D'accord. Et ça, c'est directement imputable au fait que entre les résultats AdWords et les résultats naturels, il y a les widgets Google Flat Search. Donc ça, on est capable de quantifier ce qu'on a perdu. Mais à nouveau, je reviens sur le fait qu'on est chez lui, on est chez Google, donc on a perdu, certes, mais bon, on a perdu d'une année à l'autre. Est-ce qu'il nous l'a volé? Je suis pas, tu vois, c'est là qu'il faut faire attention à la manière dont on appréhende le sujet. Mais ta question, c'est est-ce que j'ai des tendances positives? Moi, je pense que de toute façon, Google n'est pas idiot. Il faut à la fois pour que Google fonctionne, et on a fait la preuve depuis toutes ces années, il faut qu'il fasse jouer une concurrence entre des acteurs externes. S'il fait jouer une trop grosse concurrence entre les acteurs externes et lui, il risque d'affaiblir les acteurs externes, donc d'en réduire le nombre. Donc, techniquement, ça veut dire que ça devrait normalement faire descendre tes billes d'AdWords. Et donc, c'est peut-être que eux ont une logique encore plus diabolique en disant non, ça c'est ce que tu crois en temps 1, mais nous on a le temps pour nous parce qu'on a beaucoup de cash et qu'on va faire ceci, cela. Mais factuellement, AdWords, Google Ads maintenant, est quand même ce qui rapporte l'écrasante majorité du revenu. Quand tu vois ce que représente le travel
à l'intérieur de cette majorité-là, tu te dis que oui, tu ne peux être que optimiste dans le fait qu'il y a une limite à la logique d'accaparement du trafic par Google. D'accord. Et comment, alors, pour parler un peu de ta strate marketing, alors déjà, est-ce que tu peux un peu nous exposer les grandes tendances chez toi et comment tu te distingues par rapport à la concurrence? Faut faire un petit peu... La spécificité de Liligo, c'est que l'équipe fondatrice, dont je ne fais pas partie, Liligo a été créée en 2005-2006, a eu un parti pris très fort et très malin qui a été d'investir en offline assez vite et assez fort. Fort pour une start-up. Et rappelons-nous qu'à l'époque, lever 1 million d'euros en 2006, c'était exceptionnel. Ouais. Donc, ils avaient vachement d'argent. 1 million. Alors que là, tous les jours, tu dis, il a levé 190 millions, il ne sait pas quoi en faire. Donc, à l'époque. Il le dépense chez Google. Il le dépense complètement chez Google. Et le fondateur, qui est vraiment un type que je n'ai jamais rencontré, parce que la boîte a été revendue 2 fois même depuis sa création, a dit, nous, on va faire du bus, du métro et de la télé. Parce que c'est quand même tellement plus puissant que Google, que c'est comme ça qu'on va gagner le marché. Et de fait, grâce notamment à une campagne qui restait très célèbre, qui s'appelait S'envoyer en l'air, Linigo a été l'un des premiers pure players à mettre une telle part de son budget dans le offline. Et à nouveau, 2005, 2006, 2007, 2008, quand moi j'ai commencé à faire du marketing online, c'était inenvisageable. Parce qu'on est à l'école du ROI, du tracking, la première chose que tu regardes en te levant, c'est Analytics, AdWords. Et là, tu achètes des emplacements dans la rue, dans le métro, à la télé. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de plateformes de comptage en temps réel, de tracking, de ce que tu veux, qui n'existaient pas du tout il y a 10-12 ans. Et donc, ce pari, il s'avérait être gagnant. Et pourquoi je dis ça, c'est que dans notre ADN, il y a toujours eu le offline. Et le offline, il te force à faire quelque chose, c'est avoir un message différenciant. Typiquement, S'envoyer en l'air, tout le monde continue à me parler de cette campagne qui n'est plus diffusée depuis 5 ans, et qui a duré très longtemps, mais qui est plus diffusée depuis 5 ans, ah oui, Liligo, c'est S'envoyer en l'air. Et c'est fou, c'est l'un des rares exemples de réelle réussite d'une campagne de pub, en termes de pur copywriting et création. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui a fait la différence. Et ce qui fait la différence, c'est le parti pris, l'exécution, et à côté, le positionnement, qui donc peut-être une espèce de trinité là-dessus, qui est un positionnement, on va dire, décalé. D'accord. Notre stratégie a toujours été d'avoir une image de marque sympathique. Quand tu vois nos concurrents, Skyscanner, ils sont très serviciels. Chez nous, tu peux trouver ceci, cela. Parfois, ils ont fait des incursions dans des mondes qui étaient un peu différents, mais nous, notre parti pris, il a toujours été, on fait de la pub décalée. Ça marche ou ça marche pas, parce que c'est très subjectif. Quand tu fais une pub en disant, avec machin, tu vas trouver des vols moins chers, tu prends aucun parti pris, c'est très sec, mais c'est factuel. Ouais. Quand tu dis S'envoyer en l'air, t'espères que ça va faire tilt, ce qui était le cas. Donc ça, déjà, notre stratégie, c'est toujours d'essayer de rester une marque sympathique, qui les gens s'en rappellent, et les gens, au-delà même presque de savoir ce que ça fait réellement, ils aiment ça. Donc ça, ma strat, elle a toujours été, il faut qu'on continue à investir en télé, même si ça coûte de plus en plus cher, ou même si tu commences à te dire, ouais, mais est-ce que l'effet est aussi positif qu'avant? Après, évidemment, il faut continuer à être très bon en AdWords, excellent en SEO, parce que c'est le nerf de la guerre. Et ça, dans le détail, on change un peu de manière de faire, mais l'objectif est toujours le même. Il faut être les meilleurs. Et franchement, sur des requêtes, on est en première position depuis des années. Et ça, c'est un gros boulot, parce qu'on protège quand même notre business. Et ça reste, donc, tu vois, offline, SIM, SEO. Et ensuite, on teste beaucoup. Et notamment le dernier succès, en tout cas la dernière chose qu'on a vraiment réussi à faire, c'est la stratégie d'influence. D'accord. Et ça, la stratégie d'influence, ça, pareil, tu parles d'un parti pris. Mon parti pris, c'était, il faut qu'on soit très bon dans les influenceurs voyage, mais il faut qu'on crée notre propre network, parce que aller dans des places de marché, des agences, des choses comme ça, pour un acteur très spécialisé travel,
ça n'a pas d'intérêt. Et on a créé une communauté d'influenceurs. Plutôt, on est allé agréger les influenceurs travel existants et on a travaillé à peu près tous. À mon sens, le marketing d'influence il est en train de changer un petit peu et maintenant on est en train d'étudier d'autres dispositifs, mais c'est vraiment un gros succès. On a eu des CPM relatifs extrêmement faibles parce que on travaille avec les quelques influenceurs très connus comme Bruno Maltor, Alex Viseo dans le monde du travel qui sont très connus. Et on a fait des super OP avec eux. D'accord. Donc l'idée, elle est de se dire, on doit être très bon dans les métiers de base du marketing online. SEO, SEM, acquisition de trafic. On teste à peu près tous les leviers. Il y en a beaucoup qu'on jette parce qu'un levier, s'il n'arrive pas à X% de ton mix marketing, il va te faire perdre plus de temps qu'il va t'en faire gagner parce que c'est X% que tu pourrais passer à améliorer ton SEO. Et SEO, je te parle même pas de contenu, de choses comme ça qui pour moi me paraissent assez évidentes. Et en fait, je dirais qu'on privilégie l'offline beaucoup, les métiers de base, et derrière on se donne toujours du temps pour expérimenter. Et c'est ça qui a fait que les influenceurs, ça a marché. Et là, on a d'autres plans pour l'avenir qu'on a envie de tester et on parle avec des acteurs en disant ça, avec l'objectif de se dire il faut que ça fasse minimum 5% de mon trafic. Donc, c'est énorme si tu dis que... et surtout si tu es sur des leviers sur lesquels tu peux pas forcément calculer leur ROI, donc tu as un parti pris, tu dis qu'il faut que ça représente ça, sinon je vais mal le faire parce que le pire ce serait de le filer à une agence qui va pas forcément bien le faire, et l'encore pire ce serait de créer toute une équipe chez moi qui va pas réussir à aller au bout. Donc en fait là tu vois c'est ça justement comment vous travaillez, vous internalisez beaucoup de choses ou vous travaillez en externe? Alors tout ce qui est métier de base, on internalise. SEO, SEM. Récemment, pour faire un peu un sanity check, on a travaillé avec pas mal d'agences en SEO, mais la volonté sur ces métiers de base, donc l'affiliation, tous les leviers, c'est internalisé. L'achat média, évidemment, on passe par des agences d'achat d'espace, mais on a quelqu'un chez nous qui, en plus des PR, qui est aussi un très gros sujet pour nous, s'occupe d'acheter l'espace, que ce soit le out of home ou la télé. Après, moi, j'aime beaucoup faire intervenir ponctuellement des agences. D'accord. Pour ce qui est justement, si tu veux faire du social media, ce qui est maintenant aujourd'hui déjà un peu un terme suranné, mais si on parle d'influenceurs, ça m'intéresse de voir ce que disent les agences. Mais la volonté, à un moment donné, c'est d'internaliser, même si c'est bien de faire un tour par les agences pour être un peu tenu au courant. Mais notre taille et notre modèle, encore une fois, héroïste et de génération de trafic, nous interdisent un petit peu de pas maîtriser à fond les leviers sur lesquels on travaille, pour une bonne raison, c'est qu'on a un marché de volume. C'est-à-dire que chaque click out de l'Iego me génère X centimes d'euros. D'accord. Donc pour être rentable, je dois générer beaucoup de ces X-là. D'accord. Ouais. Et ça, c'est une discipline qui fait que tu dois connaître ton sujet. D'accord. Bon, écoute, c'est extrêmement clair. Je pense qu'on pourrait en parler pendant des heures. Ah bah oui. Pour terminer, où est-ce qu'on peut te suivre ? On peut me suivre... Alors, je suis pas du tout sur Twitter. J'ai jamais compris comment ça marchait. Hein. Pourtant, je travaille dans les internets. Hein. Moi, je suis un travailleur du clic, mais j'ai jamais compris Twitter. J'ai plus ou moins quitté Facebook, LinkedIn en fait. Ouais. LinkedIn, je trouve que c'est fabuleux. Enfin, on avait tous eu peur quand Microsoft a racheté. Et finalement, c'est exceptionnel parce que c'est là où tu vas trouver les meilleurs sujets professionnels. Voilà. Ensuite, bon, comme beaucoup de monde, mon inbox LinkedIn est comment dire, et comme une chambre d'ado. Ouais. On dire. Donc, mais c'est généralement par là qu'il vaut mieux essayer de me contacter. Eh ben écoute, super. Merci beaucoup, Guillaume. Je t'en prie, Laurent. À bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode de Banous. N'oubliez pas, votre aide nous est précieuse. En likant, en partageant, en mettant 5 étoiles sur iTunes, vous nous aidez à développer ce side project. Et retrouvez-nous sur le site banous.com, banous, B-A-2-N-O-U-Z-E.com. À bientôt.